Donc, par rapport à cette introduction, je peux dire que le constat est amer, pour commencer. Et amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui, même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts. Le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici depuis la politique de 2 poids 2 mesures enlève la crédibilité à ces organisations. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, bon, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la Cour pénale internationale. Mais en Palestine, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Où est la Cour pénale internationale? Où sont ces donneurs de leçons? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer?
Je peux donner d'autres exemples par rapport aux droits de l'homme. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme? La politique de 2 poids 2 mesures. Si je suis ami avec quelqu'un, je ferme les yeux. Non. Donc ce ne sont pas les principes. Ça enlève le truc. Même la démocratie. On nous accuse des 1000 noms d'Israël, mais en réalité, ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays est avec moi ou n'est pas avec moi, ou les nouveaux gouvernements sont avec moi, je me prononce. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc nous-mêmes, nous devons pouvoir vraiment prendre ces questions. Donc je voulais dire que le système multilatéral, sur cette partie de la double crise, est incohérente et inconséquente par rapport aux réponses à nos questions. Maintenant, la deuxième partie de la double crise, c'est maintenant la crise de nos organisations régionales. Ce qui est vraiment le point sur lequel je voudrais pouvoir inviter la réflexion. Je pense que Chergui a beaucoup parlé de cette question. Naturellement, aucun de nous n'est satisfait. Nous, régime en transition, ni les autres, par rapport à la réponse qui est apportée à cette question. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à agir en amont. Ismaël a touché sur la question. On dit early warning, early warning. Non, ce n'est pas early warning. Tout ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, mais on a vu venir, on n'a pas besoin d'être savant. Qu'est-ce qui a manqué? Mais il n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'action. Et parce que dans nos pays, bon, on est très prompt à agir quand des gens prennent le pouvoir par des coups d'État ou autres. Mais qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis et qui posent des actes qui créent la tension dans leur pays, qui manipulent les constitutions, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats à des élections, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On regarde. Maintenant, quand il y a un changement, je connais même les playbooks de ces organisations. Tout le monde s'élève, mission, on fait 10 sommets qui n'aboutissent à rien. Donc je pense que ça, notre incapacité à anticiper et à répondre est un problème. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Parce qu'on a l'impression que, comme les anglophones le disent, one size fits all. Quand il y a un problème au Mali, quand il y a un problème au Gabon, quand il y a un problème au Tchad ou ailleurs, on a la même solution. On a le même remède pour toutes les solutions. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatif, que ce forum nous aide aussi à avoir du recul, à se dire que oui, chaque situation est peut-être différente. Les pays, le Mali, le Niger, le Burkina font face à une situation sécuritaire extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et où des pays ont perdu 40 à 50% de leur territoire face à l'insécurité. Mais qu'est-ce que ces organisations ont fait pendant ce temps? Le ministre, le général Toumba en a parlé ce matin. On n'a vu personne. La CEDEAO elle-même et même l'Union africaine, ils ont sous-traité cette responsabilité aux Nations Unies qui elles-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25% de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parce que, au Mali en particulier, l'exemple que je connais, les changements de pouvoir auxquels on a assisté, c'est surtout l'exaspération, la frustration de la population face à l'incapacité des pouvoirs politiques à répondre à cette situation. Donc si la CEDEAO et les autres organisations veulent aider, ils doivent d'abord fixer ce problème. On ne peut pas venir dire aux gens seulement organiser des élections ABCD. Même pour les élections, pour qu'elles soient inclusives, il faut que l'État soit présent sur l'ensemble de son territoire. Donc je pense que ça, il faut vraiment des solutions adaptées à chaque situation. Il faut aussi comprendre que la peur ne peut pas constituer une politique. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens ont peur, qu'il y a contagion des coups d'État. Est-ce que cette peur a empêché que les choses se passent? Donc au-delà de la peur, moi je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Comme le cas du Niger, on l'a indiqué. Ce qui s'est passé, il ne faut pas être devin, mais il faut engager les gens, il faut parler avec les gens pour trouver des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment ce pragmatisme-là qui est nécessaire. J'ai déjà parlé de l'absence de solidarité, mais aussi nos organisations doivent fondamentalement changer de logiciel. Il faut comprendre des pays comme le Mali,
nous avons souscrit à toutes ces organisations. Nous savons que dans ces organisations, quand il y a coup d'État, il y a changement anticonstitutionnel, les règles s'appliquent. Et les règles qui sont là, c'est la suspension des instances de ces organisations, conférence des chefs d'État, conseil des ministres, etc. Mais ce n'est pas l'ostracisme et l'exclusion. C'est pourquoi Lomé est importante par rapport à ça. Parce que dans certains cas, non seulement les pays sont sanctionnés, mais sont punis. Pas seulement punis, pas seulement les dirigeants, mais on punit toute une population, sans punition collective. Parce qu'on cherche le président, on cherche telle ou telle chose. Est-ce que le peuple nigérien mérite qu'on lui coupe l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments? Par rapport à ce qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Donc moi je crois que vraiment, et le plus grand problème aussi, c'est que, non, on va même au-delà de ça, on envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la BCEAO, ça doit me rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur à nos populations, constituent des menaces dans certains cas. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel pour sortir du mode punition-sanction, parce que si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé, donc quelque part on doit s'arrêter comprendre, est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche? Et même la punition aussi a des conséquences durables, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on ferme les frontières, on fait tout ce qu'il faut, mais ce ne sont même les fermetures des frontières, nos populations, ça brise l'élan de solidarité de nos pays. Donc il faut vraiment que nous comprenions ça. Deuxièmement, je vais insister sur le fait que quand nous sommes dans des organisations, mais les organisations sont bâties sur des traités, sur des textes auxquels nous avons librement consenti, y compris en abandonnant notre souveraineté.